Toujours avec mon équipe de feu du jeudi, Paul et Wissam. Je dis Wissam, Paul et James. Wissam n'est pas avec nous aujourd'hui. Bonjour messieurs, comment vous allez? Ça va bien. Ça messieurs. va bien. Bonjour Paul. Bonjour Christian. Ça va? Moi, je vais bien aussi. Ça va super bien. On a un sujet très intéressant aujourd'hui. Aujourd'hui, on a décidé d'avoir un sujet assez tentaculaire qu'on peut observer sur plusieurs angles. On parlera du rapport entre le bonheur, le travail et l'argent. Est-ce qu'ils ont un lien? Est-ce qu'ils sont dissipés? Ou alors, est-ce qu'on se trompe dans justement l'utilisation de l'argent pour attirer au travail et qui prive de bonheur? C'est un thème qui peut être développé sur plusieurs angles, messieurs. Donc, je vais d'abord laisser la parole à notre expert, monsieur Paul, pour parler d'abord, pour qu'il nous dise pour lui, c'est quoi le rapport qu'il peut y avoir entre le travail et l'argent ou le bonheur. Oui, c'est une grande devise de dire l'argent. Est-ce que l'argent fait le bonheur ou c'est le bonheur qui fait l'argent? Je sais pas. Mais l'être humain est fait pour être heureux, ça c'est sûr. L'argent peut être un moyen intéressant, mais bon. Comme disaient les Beatles, all you need is love, beaucoup plus que l'argent. Mais on est dans des sociétés où, je veux dire, tout est marchandise, tout est argent. On peut pas survivre sans argent, voyez. Et c'est même une dépendance terrible, pire que n'importe quelle drogue. C'est-à-dire la paye. Je dois avoir ma paye le jeudi pour survivre ce qui s'en vient. Alors, ça n'a pas toujours été comme ça, vous voyez. Et c'est une espèce de dépendance peut-être qui empêche, pas tout le monde, mais certaines personnes de se développer dans d'autres domaines, de prendre confiance en eux, au-delà d'une paye, au-delà de l'argent, vous voyez. Et il y a certains jeunes qui font ça, qui décident de travailler pendant un certain temps et tout laisser tomber pour simplement vivre. Vous voyez, découvrir le monde, etc. Dans la vingtaine, c'est toujours des aventures formidables de faire ça. Et ensuite, on trouve un peu son terrain, son domaine, et on essaie de s'y installer. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur James? Moi, je pourrais commencer par une question. C'est quoi le travail? Et c'est quoi le bonheur? Donc, d'une manière générale, on sait que le travail, c'est une activité humaine et qui peut être rémunérée ou non parce qu'on peut faire du travail et bénévole. Oui. Donc, qui permet de transformer la société, de produire des biens et services. Et par exemple, nous qui sommes ici ce matin, nous travaillons. Non. Pour moi, c'est pas du travail, c'est le bonheur. Pour moi, c'est le bonheur. C'est un moment d'évasion. Quand même, on produit un service. Donc, mais le bonheur, c'est le côté subjectif de tout ça, de ce qu'on pourrait appeler le bien-être, la satisfaction qu'on a de la société. Est-ce que là, la question qu'on peut se poser par rapport à ces deux concepts-là, est-ce que le travail ça apporte le bonheur? Donc, c'est la question que je pourrais me poser. Est-ce que le travail permet à la personne qui travaille d'avoir assez de moyens pour avoir ce bien-être-là? Et de s'accomplir. Et Que ce soit une activité dans laquelle la personne s'accomplit. Et sans t'interrompre, Paul, est-ce que le travail, là, est-ce que ça permet à l'individu de se reproduire dans la société? Voilà. Est-ce que c'est un travail satisfaisant? Parce que si le travail n'est pas satisfaisant, est-ce que ça peut amener le bien-être? Voilà. T'as vu, il a changé la question de départ. Ta question, c'était, est-ce que l'argent fait le bonheur? Et James dit, non, c'est pas l'argent, c'est le travail. Est-ce que le travail fait le bonheur? C'est intéressant. Moi, il y a un cours que je donne sur le sujet du travail et je commence avec un texte, peut-être que tu connais, James, de Hannah Arendt, qui fait la distinction entre homo laborans et l'homo laborans est celui qui travaille, qui produit au sens où tu disais tantôt, et celui qui fait une œuvre, celui qui crée une œuvre. Or, il y a une grande différence, c'est que quand vous travaillez et vous construisez une œuvre,
par exemple, un artiste, ça dépasse le temps, c'est-à-dire que ça dure dans le temps. Le produit du travail ne dure pas dans le temps. C'est un produit, souvent des marchandises, qui sont consommées, qui sont détruites. Alors, vous voyez, ça, c'est intéressant comme distinction. Je dis à mes étudiants, trouvez un travail dans lequel vous allez œuvrer. C'est-à-dire que vous allez avoir une telle satisfaction qui va durer dans le temps. Vous voyez? Ça, c'est une très belle approche. Pas simplement être une machine dans une manufacture ou dans un service et dans lequel vous ne pouvez pas vous accomplir. Vous voyez? La distinction entre la production de marchandises et la production d'œuvres. Vous voyez? Donc, si je comprends bien, le rapport entre le travail et peut-être cette satisfaction-là viendrait peut-être de la nature en elle-même du travail. Oui. Est-ce que, justement, en développant sur cet axe-là, on pourrait dire que il y a des métiers, bon, on le sait déjà dans la société, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des métiers qui sont, je dirais, des métiers qu'on fait, qui sont liés à la passion, et les métiers qu'on fait qui sont obligatoires, qu'on n'a pas le choix, ou alors il y a des métiers qui sont, je dirais, trop demandeurs en fonction de notre stabilité mentale? Moi, j'aborderais plutôt pour dire que il y a des métiers, bon, c'est pas des métiers, mais c'est des activités qui sont imposées et à l'homme, par exemple. Et quand on voit certains métiers, est-ce que j'ai fait ce travail-là, est-ce que je l'aime? Donc, c'est par rapport à des contraintes que nous impose la société. La famille, par exemple, les si enfants, on prend la situation des migrants, des sans-papiers, par exemple, quelqu'un qui était médecin dans son pays et qui se retrouve dans un entrepôt, ou dans un pays occidental comme les États-Unis, par exemple. Donc, cette personne-là vit une situation de déclassement social, donc un concept qu'on utilise bien en sociologie. Donc, est-ce que cet ancien médecin-là, le travail qu'il fait dans l'entrepôt, est-ce que c'est un travail qu'il aime? Non, mais c'est plutôt un travail qui lui est imposé par la société parce qu'il a des besoins à satisfaire. Voilà. Déclassement et disqualification, je dirais. Disqualification de la personne. Et tu fais bien d'en parler, James, parce que de nos jours, c'est un luxe d'avoir un travail dans lequel on s'accomplit. C'est un luxe. C'est vraiment une petite proportion de personnes qui, peuvent dire « j'aime mon travail ». Et tu disais, est-ce que la passion... Comment savoir si on peut être passionné? Est-ce qu'on a la vocation? C'est un peu la question que quand je discute avec certains étudiants, parce qu'il y en a qui ont tous les talents. Ils peuvent devenir médecins, ils peuvent devenir avocats, tout ça. Ils nous embêtent, ces gens-là. Ils ont trop de talent. Un peu, oui. Et des fois, il y a des étudiants qui me demandent « Ah, je sais pas trop quoi faire. » Ben, j'ai dit, vous devez faire des choix. Des fois, ce sera pas des choix faciles. Mais posez-vous la question. Et ça me fait penser à Rilke, le grand poète. Rilke qui échangeait des lettres avec un jeune homme. Et le jeune homme écrivait à Rilke en disant « Moi, je veux devenir poète. Je veux consacrer ma vie à la poésie, etc. » Pensez-vous que je peux devenir un bon poète? Et Rilke, sa réponse était très simple. Pouvez-vous vous passer de la poésie? Si oui, vous n'êtes pas un vrai poète. Vous voyez? Alors faites autre chose. Vous voyez? Si vous pouvez vous en passer, faites autre chose. Si vous ne pouvez pas vous en passer, ça c'est votre domaine, c'est votre vocation. Vous voyez? Si ça vous habite jour et nuit, c'est votre vocation. Il ne faut pas chercher du jour au lendemain. La passion, elle s'exprime de cette façon-là. Donc on peut avoir une passion qui est la vocation, mais on peut avoir une vocation qui n'est pas la passion? Oh, j'ai mal compris. On peut avoir une passion qui est aussi notre vocation, comme par exemple la poésie, qui est une passion, mais aussi qui est sa vocation parce qu'il ne peut pas vivre sans ça. Mais est-ce qu'on peut avoir une vocation qui n'est pas de la passion? Je pense pas. Moi, je pense que la passion est le signe de la vocation. OK. C'est un passage, en fait. C'est par l'expression passionnelle qu'on sait quelle est notre vocation.
je pense. Et donc, pour toi, on pourrait arriver à avoir un bonheur en tout cas effectif dans le travail si ce travail-là est lié à la vocation qui, lui, est guidée par la passion. Moi, je pense que oui. OK. Et malheureusement, aujourd'hui, comme le décrivait très bien James, c'est pas donné à tout le monde. Le médecin qui vient d'un pays africain dont on ne reconnaît pas, comme tu disais, les compétences, il se retrouve dans la manufacture, travailler pour Amazon ou whatever, pour faire vivre sa famille. C'est un déclassement, une disqualification qu'on fait subir aux personnes. Pour certaines bonnes raisons. Oui. Je ne dis pas qu'il y a que c'est du racisme ou des trucs comme ça. Il y a des bonnes raisons, mais il faudrait trouver des moyens, justement, quand on est en pénurie de médecins, de gardes-malades, et des personnes en soins de santé, il faudrait s'arranger pour que les gens se retrouvent dans leur domaine. Et exactement, par rapport à cela, j'aurais une autre question qui est à peu près similaire à celle-là. On vient de parler là des personnes qui vivent un déclassement social par rapport à leur travail, mais de façon involontaire. Est-ce qu'on pourrait aussi parler de toutes ces personnes-là qui vivent un déclassement, mais de façon volontaire, des personnes qui sont dans la reconversion professionnelle, toutes ces personnes-là qui quittent leur boulot, qui s'engagent vers des boulots dont ils n'ont pas forcément la formation, ou alors qui décident de repartir à l'école pour ensuite travailler dans le domaine dans lequel ils ont toujours rêvé de travailler. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à changer de boulot à 35-40 ans et se réorienter vers quelque chose de nouveau? Oui, je pense que ça c'est autre chose qui est différent du déclassement social, parce que le déclassement social, c'est quand on avait déjà un niveau supérieur et puis on descend vers un niveau très bas, juste pour gagner sa vie, pour s'occuper de sa famille, tout ça. Mais quelqu'un qui a changé, qui a décidé de faire un changement de carrière, je pense que ça, c'est autre chose. Et c'est une action, je dirais, intelligente, parce que c'est à partir d'un constat qu'il l'a fait. Il a constaté que les métiers qui sont en demande, donc mon métier là, donc n'est plus en demande, donc je vais me réorienter. Donc à partir de là, mais cette personne-là a déjà une sorte de background académique qui lui permettra de mieux s'intégrer dans la nouvelle société et dans cette société-là. Mais souvent, les gens quittent pour aller vers ce que Paul a dit, parce que les gens quittent pas forcément parce que les autres métiers ont plus de demandes, mais parce qu'ils s'orientent vers leur passion d'enfance, par exemple, ou qu'ils s'orientent vers quelque chose qu'ils ont toujours rêvé de faire, mais qui n'ont pas eu l'occasion de faire dans leur vie. Oui, parce que il y a des métiers qui sont imposés par la famille. Donc, par exemple, un enfant qui grandit, son père ou sa mère a décidé qu'il soit médecin ingénieur, et lui, c'est pas ça. Et sa passion, peut-être c'est le foot. Peut-être c'est la poésie, mais parfois on aime quelque chose qui ne t'aime pas. Ça peut arriver qu'on aime quelque chose qui ne t'aime pas. Ça c'est vrai. On veut être journaliste et puis tu n'as pas la capacité. Ou simplement malchanceux. Ouais. On peut être malchanceux. La vie moderne est faite de plein de hasards et de chances inouïes. Le rôle de la chance dans nos sociétés, c'est inouï. Vous voyez? Moi, j'ai une chance formidable. Et écoutez, tous ceux et celles qui gagnent des prix aux Oscars ou tout ça, s'ils sont honnêtes, ils vont le dire, la chance qu'ils ont eue dans leur carrière. Vous voyez? Ils sont pas meilleurs qu'un autre. Exactement. Ils ont eu de la chance. Vous voyez? Et ça, il faut être conscient de ça. Je veux dire, on travaille, on étudie pour être compétent. On connaît des gens qui peuvent nous guider, donc on crée des réseaux de sociabilité qui, dans le domaine de notre travail, qui nous donnent des contacts, etc. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour réussir. OK, ça ne veut pas dire que vous allez réussir. Et c'est ça qui est dommage. Vous voyez, il y a un élément de chance incroyable. Incroyable. C'est totalement vrai, parce que même moi, je le dis souvent, parce que... rien ne prouve que si t'es bon, et c'est même ça qui est drôle, rien ne prouve que même si t'es bon,
tu vas réussir. Exactement. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a même ta force mentale aussi, le fait de rester concentré malgré les adversités. Il y a la chance aussi qui influe. Il y a aussi le bon moment qui influe. Il y a la bonne personne des fois pour certaines personnes. Il y a beaucoup de facteurs justement qui peuvent arriver. Mais moi, je vous ramène un peu à cette notion de bonheur et de travail. On a des personnes qui travaillent pour l'argent et qui disent, moi je fais ce métier pour l'argent. Il y a des personnes qui disent, moi même pour de l'argent, je fais pas ce travail. J'ai une question assez cocasse. Pour vous, vous vous retrouverez dans quelle position? La question elle est bonne parce qu'elle me fait penser un peu à Dali, le grand peintre Salvador Dali, qui peignait des fois 12 heures par jour. Vous voyez, il a produit énormément, le grand peintre Dali. Et souvent, en entrevue avec les journalistes, il disait, vous, les hommes ordinaires, parce qu'il se considérait comme un génie, et il avait raison, il disait, Dali est un génie, il parlait à la troisième personne. Alors, il disait, moi, j'aime l'argent, et j'ai besoin de l'argent pour travailler. Vous travaillez pour l'argent. Il dit, moi, c'est l'inverse. Il adorait l'argent. Il était multimillionnaire aussi. Mais, pour lui, l'argent était un moyen qui lui donnait de la liberté de faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire peindre, pendant des 12 heures de suite, quelquefois. Et il aimait bien dire que son mode de vie était l'inverse de monsieur et madame tout le monde, vous voyez, qu'on était esclave de l'argent, alors que lui, non. Il s'était libéré de l'argent. Vous voyez? Et justement, c'est vrai parce que il y a même un rappeur célèbre français qui s'appelle Booba qui a dit que pour lui, la vraie liberté, le vrai bonheur, c'est avoir de l'argent parce que l'argent symbolise la liberté pour lui parce que il n'a pas obligé. Mais il était pauvre quand il était jeune. Oui, très pauvre quand il était jeune. Et c'est ça, justement. Parce qu'il dit que la vraie liberté pour lui, c'est de pouvoir décider que demain, je vais regarder un match à Washington et puis j'y vais parce que j'ai de l'argent. De pouvoir se permettre. Et le travail est assimilé beaucoup à cette idée-là. Si je travaille beaucoup, je pourrais me permettre. Alors maintenant, on arrive un peu dans un facteur que j'aime bien. Par exemple, les personnes qui héritent de l'argent et qui n'ont pas besoin, je dis pas qu'ils n'ont pas besoin, mais en tout cas, c'est pas indispensable pour eux de travailler. Comment est-ce qu'on aurait une catégorie, par exemple, sociale ou autre, dans laquelle on classe ces personnes-là qui sont exemptées techniquement d'être dans la logique travail-argent pour pouvoir survivre, parce que faut bien sûr être honnête. Si on n'est pas obligé d'avoir l'argent, si on n'est pas obligé de travailler pour avoir l'argent, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'iraient pas au travail. Mais il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Ouais. On oublie que c'est pas seulement les gens qui sont au chômage qui travaillent pas. Moi, je connais des gens qui habitent chez les parents qui travaillent pas. Ouais. Des jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine, qui travaillent pas. C'est un choix de vie qu'ils ont fait. Et les parents sont d'accord avec ça. Et il y en a de plus en plus. Des gens qui ne travaillent pas, c'est-à-dire dont ça étonne, hein? C'est étonnant, hein? Mais on le voit de plus en plus. J'aime ce que toi tu penses. Par rapport à l'exemple que tu as pris là, ce matin, je disais à Christian qu'il y a des personnes qui sont tellement pauvres qu'ils ne possèdent que de l'argent. Tout ce qu'ils ont, c'est l'argent. C'est l'argent. Donc, et ceux qui sont nés millionnaires, milliardaires, donc, est-ce qu'ils ont le bonheur? Est-ce qu'on peut acheter le bonheur? Donc, je pense que le bonheur ne s'achète pas. On peut être riche et on n'a pas le bonheur. Parce que moi, comme Paul a dit, il y a des gens qui ne travaillent pas, mais qui arrivent à vivre. Donc ça, c'est poser le problème du fonctionnement de la société, de la constitution même de la société, de l'intervention de l'État, du rôle de l'État dans la société. Parce que si l'État arrive à garantir le bien-être collectif de la population, même si on ne travaille pas, on a la possibilité de vivre. Donc, on n'a pas ces sociétés aujourd'hui, malheureusement, parce qu'avec le développement des sociétés capitalistes, donc, l'État-providence, ça n'existe plus. Dans les années 70, dans la ville de Dauphin, peut-être tu connais cette expérience, on a fait une expérience sociale.
dans la ville de Dauphin, le gouvernement manitobain, j'ai oublié les dates exactes, c'est dans les années 70. On a dit, on va faire une expérience. On va dire aux gens, on vous donne un revenu minimum par mois. Vous n'avez pas à travailler. Et on a suivi la population pendant un an et demi, ou peut-être même 2 ans. Et ça allait très bien. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Vous voyez? Ils n'avaient pas besoin. Oh, il faut que je me lève aller travailler. Non, ils recevaient ce qu'ils avaient besoin pour payer la maison, pour faire les courses, tout ça. C'est l'expérience de Dauphin. Allez voir ça, c'est extraordinaire. Ça a tellement bien été que le gouvernement a dit, OK, on arrête. On arrête parce que, vous voyez, ça remet en question le processus de travail dans les sociétés capitalistes. Mais est-ce que, justement, parce que ça me fait aussi comprendre que la société impacte énormément dans même l'impact que le rapport, parce que j'ai eu la chance de vivre sur 2 continents différents, donc ça fait que je peux avoir une perspective différente. En Afrique, le rapport au travail est différent que le rapport au travail ici. En Afrique, la vie, même sans le travail, les gens vivent, ils s'en foutent. Et ils sont heureux de vivre d'abord. Ici, ce que moi j'ai remarqué, c'est que les gens priorisent beaucoup la carrière. J'aime cette femme, mais non, elle n'est pas assez bien pour l'image de ma carrière. Je veux faire ça pour être heureux, mais par rapport à ma carrière, c'est pas le meilleur choix. Ma carrière, je veux des enfants, mais pour ma carrière, non, pas pour le moment. Est-ce que, justement, la société en elle-même n'est pas un facteur qui détermine l'importance du travail dans notre vie? Absolument. Oui, moi je dirais les sociétés, parce que tu as pris l'exemple de ton pays, de la société africaine, et c'est pas différent dans mon pays aussi, parce qu'il y a un aspect du travail qu'on a décidé d'oublier ou qu'on omet, c'est l'aspect rémunération, le travail rémunéré. Dans nos sociétés, qui soient africaines ou caribéennes, donc il y a un travail que les gens font qui n'est pas rémunéré. Est-ce que ça, c'est pas un travail? Donc tu as pris l'exemple, par exemple, de la femme chef. La mère au foyer. La mère au foyer. Est-ce qu'elle ne travaille pas? Elle fait un travail. Elle fait un travail qui n'est pas rémunéré. Et c'est un travail qui n'a pas de prix. Et de même, aujourd'hui, le travail domestique. Pour les indicateurs économiques, il y a l'aspect monétaire qu'on utilise beaucoup, mais il y a le bénévolat aussi. Il y a le bénévolat, mais il y a des gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas ce côté monétaire-là, mais qui a tous les biens nécessaires pour vivre. Moi, ce que je remarque, c'est, parce que on parle de nos expériences, à l'université, chez les jeunes, quand je discute avec eux, ils sont très stressés par ça, par le fait de choisir la bonne carrière, le bon cheminement de carrière, est-ce qu'ils vont pas se tromper, etc. Et on sent la pression qu'ils se donnent eux-mêmes et qui viennent de la société, bien sûr, des parents ou ailleurs. Et je leur dis toujours, vous avez 21 ans, vous êtes tellement jeune, prenez le temps de vous tromper. Prenez le temps de faire des erreurs. Et vous allez apprendre plein de choses aussi. Vous avez le droit de changer d'idée. Yeah. Pas jusqu'à 45 ans, je dirais, là, mais si vous avez le luxe de rester à l'école jusqu'à 45 ans, j'avais un collègue comme ça, il avait 3 bacs, 2 maîtrises et un doctorat. Il est sorti de l'école à 42 ans, mais il a des compétences formidables. Mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, vous voyez? Donc, tout ça pour dire, prenez le temps, n'écoutez pas le message de l'idéologie dominante qui vous stresse comme ça. Prenez le temps. Vous êtes entouré, vous avez un réseau familial, vous avez des amis. Prenez le temps. Faites des erreurs et vous allez voir que c'est pas dans telle direction, ça va être dans telle autre, etc. Et à plein de moments dans votre vie, vous allez être devant un cul-de-sac. Il faut attendre. Il faut être serein là-dedans et dire, on va voir. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Il faut pas stresser avec ça. Et souvent,
la question, moi j'ai des nièces qui terminent des bacs à l'université, et dans leur choix de carrière, je me rappelle une nièce qui me disait, oncle Paul, je pense aller dans telle direction parce que ça paye mieux. Est-ce que je devrais aller parce que ça paye mieux? Et je lui disais, ne pense jamais à l'argent. Jamais. L'argent viendra comme un surplus. Quand tu vas bien travailler, tu vas être heureuse et tu vas t'accomplir, l'argent va venir. Exactement. Et moi, je pense pareil que toi. Parce que moi, je me lève chaque matin avec James, chaque matin très tôt aux aurores pour venir au boulot. Et je pense que si j'aimais pas mon travail, je serais pas là. J'aurais jamais pu faire ce boulot-là si je l'aimais pas. Par contre, si tu me dis va faire un autre boulot que t'aimes pas et que tu as des heures normales, bien sûr, je le fais. Oui. Mais un boulot qui te demande un certain niveau d'implication, je pense qu'on le fait mieux quand on l'aime. Et l'argent, c'est important, mais je pense que ça doit être quelque chose de secondaire. Parce que moi, c'est important. C'est important ce que tu dis. Même si on fait un travail qu'on n'aime pas, on le fait pour des personnes qu'on aime. Ça peut être les enfants, ça peut être l'époux, l'épouse. Exactement aussi. Vous voyez, comme le médecin dont on n'a pas reconnu des compétences dont on parlait tantôt, il va accepter cette disqualification, déclassement, mais il va le faire par amour de toute façon, pas parce qu'il aime le travail, mais parce que soit qu'il s'aime lui-même en disant je vais tellement bosser là, pendant les 3 prochaines années que je vais aller chercher mon diplôme, mes qualifications en médecine ici. Voyez? Ou il va bosser pour les enfants, il va bosser pour son épouse, etc. Donc, il y a un côté sacrificiel au travail. Il y a un sacrifice. Et ça pourrait être une porte d'entrée aussi. Mm-hmm. Parce que ce médecin-là qui arrive dans un autre pays, qui décide de faire n'importe quel job pour gagner sa vie, pendant qu'il est dans ce job-là, il peut continuer à se perfectionner juste pour avoir l'opportunité de travailler dans son domaine. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de quelque chose que je suis en train de voir. J'aimerais qu'on évoque le cas des pays avec les plus de dépression ou de stress mental dans le monde. Quand je regarde dans le top 25 des pays avec les cas de stress mental, il y a beaucoup plus de pays qui sont occidentaux que de pays qui sont des pays, par exemple, qu'on appelle du tiers-monde. Donc, est-ce que dans ces pays-là où le travail est énorme, où la charge de production, où le devoir d'à chaque fois être le meilleur est au top, est-ce qu'on n'a pas tellement de pression qu'on oublie le facteur humain? Et est-ce que, au contraire, ces pays-là où le travail n'est pas peut-être, je dirais pas le plus important, je vais pas utiliser ce thème-là, mais où le travail n'est pas le plus indispensable au monde, est-ce que ce ne serait pas aussi là que se cache le vrai secret du bonheur? Ne pas se mettre forcément énormément de stress professionnel sur la tête. Quelle est la source de ce classement? Peux-tu nous dire la source? Qui a fait le classement? Je suis sur République française, Vie publique. On voit que la France... le gouvernement français? Oui. Où la France a été, en tout cas, syndrome dépressif. La France, le pays le plus affecté en Europe en 2019, qui utilise que le service statistique des ministères sociaux a publié des études qui disent que en 2019, 6% des Européens sont touchés par une forte disparité qui dément le pays, la prévalence de la dépression est très élevée en Europe de l'Ouest. Oui, en Amérique aussi. Moi, je dirais, c'est pas le travail qui crée le problème, c'est le travail précaire. La précarité du travail, ne pas savoir si dans un mois, je vais être capable de continuer à payer mes frais, etc. La précarité du travail, ça, c'est la nouvelle réalité du travail. On n'en a pas parlé encore. Oui, c'est vrai. Parce qu'on peut bien travailler, mais être sur la corde raide parce que ça s'appelle la précarité. Vous voyez, on peut tomber facilement dans la pauvreté, dans la misère. Mais aussi, est-ce que les populations sont pas un peu victimes d'elles-mêmes, leur ambition? Parce qu'avant, je pense, on en a parlé une fois ici, on voyait généralement des gens qui faisaient 20 ans, 30 ans dans une entreprise, mais maintenant, on voit des gens qui décident de partir au bout de 2 ans, 3 ans pour aller avoir un plus haut poste quelque part, au plus haut salaire. Donc, est-ce que cette tendance-là à abandonner facilement l'entreprise n'a pas créé aussi dans les entreprises une certaine sorte de ne pas s'attacher à des gens et donner des contrats moins longs? Ou est-ce que c'est l'inverse? Je pense pas que ça vient des employés, ça vient depuis les années 80 avec
le néolibéralisme qui s'est installé dans les grandes entreprises. On veut rationaliser. Aussi, je pense. Pardon? Le Fordisme aussi. Oh, c'est plus que le Fordisme, parce que le Fordisme, quand même, avait plus d'avantages pour les travailleurs. Avec le néolibéralisme, qu'est-ce qu'on fait? On rationalise au maximum le travail, le facteur travail, c'est-à-dire la main-d'œuvre, et ce qui était un poste permanent devient 3 postes temporaires. Vous voyez? Ça vous plaît pas? Allez voir ailleurs. Le problème, c'est quand on va voir ailleurs, c'est la même chose partout. Il n'y en a plus de postes permanents. Il n'y a plus de possibilité pour les travailleurs de dire « Oh, dans 6 mois, je pourrais acheter une maison. Dans 1 an, je pourrais me marier. On pourra avoir des enfants. » On ne peut plus faire de planification. Non, voilà. Et ça, c'est terrible, ça. Et on le voit dans les statistiques. Vous prenez le travail permanent à temps plein, les bons travaux, les bons types de travail, d'emploi, et le travail atypique, qu'on appelle le travail atypique, c'est le travail précaire qui est à temps partiel, qui est temporaire, etc. Et on voit les 2 courbes, c'est-à-dire les emplois qui sont bien payés, permanents, qui baissent jusqu'à aujourd'hui, et l'emploi atypique qui monte. L'emploi atypique et maintenant l'emploi typique. C'est 2 tiers des emplois qui sont non permanents, etc. Voilà. Et j'aimerais qu'on aborde un dernier point. James, ta question? Oui, j'allais rebondir sur ta question par rapport à la comparaison que tu souhaitais faire entre les pays du tiers-monde et tout ça, parce que il y a un aspect important à mentionner, c'est les contraintes qui sont différentes, parce que dans les pays occidentaux, il y a des contraintes qui nous sont imposées et il faut travailler pour répondre à cause de la globalisation, à des obligations. Donc, pourtant, dans les pays du tiers-monde, l'individu n'est pas obligé à travailler pour gagner sa vie, pour payer ses factures, tout ça, parce que... Ça dépend du milieu. S'il est en milieu citadin, il doit travailler. S'il est en milieu rural, il peut se débrouiller. Ça, c'est vrai. Oui, parce que même au niveau de la collecte des impôts, donc il y a beaucoup de pays du tiers-monde où les gens ne paient rien. Mais est-ce que quelqu'un qui vit au Canada, qui vit aux États-Unis, peut décider de ne pas payer l'impôt? Bonne question. Bonne question. Je pense qu'il peut décider de ne pas le faire, mais il faut être aussi prêt à assurer les conséquences aussi de cet acte-là. Et donc, dernier point que j'aimerais qu'on aborde avant qu'on termine par rapport au travail, c'est par rapport à la famille. Avant, quand je parle d'avant, je parle des sociétés plutôt, je pense aux années 70, 60, 50 avant. Généralement, dans la famille, l'homme partait au boulot. Maintenant, dans la famille, on est dans des familles où l'homme part au boulot, la femme part au boulot, égalité sur tous les plans. Est-ce que ça modifie quelque chose aussi dans le développement même de la société? Positivement, comme je n'aborde pas un sujet en particulier. Ça transforme complètement la société. Ça l'a transformé complètement. Les rapports entre les hommes et les femmes, les hommes entre eux et les femmes entre elles, complètement, ça a changé la société, bien sûr. Ça va commencer avec la Première Guerre mondiale, où les hommes vont combattre, donc il faut produire les munitions, tout ça, et donc les femmes vont entrer dans les manufactures d'armement, etc. Même chose avec la Deuxième Guerre mondiale. Et quand les hommes vont revenir de la Deuxième Guerre mondiale, les femmes vont dire non, on retourne pas au foyer. Là. C'est ça. On a pris goût à travailler, on reste. Et ils ont pris une certaine autonomie dans la vie. Ils se sont arrangés entre elles par des liens de solidarité pour élever les enfants, etc. Et là, le mec, il arrive, puis il veut tout bosser. Et elle dit non, ça marchera pas. Et c'est en même temps aussi l'émergence des mouvements féministes, de revendications féministes. Hein, pour, comme tu disais, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Le fameux 50-50. Hein? Pardon? Le fameux 50-50 à la maison, il faut partager non seulement les tâches ménagères, mais les charges, même si l'argent
c'est l'argent de l'homme qui va dépenser dans la maison. Au moins, ça fait une source d'argent en plus dans la famille, donc ça réduit un peu le stress. Oui, mais ça crée aussi une contradiction, et le marché va exploiter cette contradiction-là, c'est-à-dire, vous voulez 2 revenus maintenant dans la famille? Purée, on va augmenter le niveau de vie. Vous voyez? Exactement. Ça, c'est exactement. Et ça pénalise les personnes qui sont seules aussi. Et ça augmente le coût de la vie aussi. C'est devenu une obligation maintenant. C'est même plus un choix. Quand il faut que l'homme fasse quand même un bon salaire, ou la femme, pour que un des 2 dans le couple dise non, je reste à la maison, je m'occupe des enfants, que ce soit l'homme ou la femme. C'est très difficile de faire ça maintenant. Très difficile. Voilà. En tout cas, messieurs, c'est... Tout ça pour dire que ce qui était un choix auparavant, c'est plus un choix aujourd'hui. Non. Et c'est ça qui est malheureux. C'est devenu une réalité qui une vit obligation. avec chaque jour. James, est-ce que tu aurais un mot pour conclure sur ce sujet? Pour conclure, c'est que je dirais dans les sociétés où la religion est prédominante, donc il y a encore une certaine forme de résistance, et la femme reste à la maison, l'homme va travailler, parce que j'ai fait une expérience avec des gens que j'ai rencontrés ici à Winnipeg. Par exemple, j'ai rencontré un monsieur, il m'a dit que même ici à Winnipeg où il vit, donc il continue à vivre comme s'il était dans son pays. Donc sa femme ne travaille pas, c'est lui qui travaille. Il a 2 boulots. Sa femme reste à la maison pour s'occuper des enfants. Ah oui. Et Paul, est-ce que toi, tu as une dernière pensée sur ça? Ma dernière pensée, c'est rechercher le bonheur, jamais l'argent. Très important. Voilà. Et très sage aussi comme message. Ouais. Merci beaucoup, messieurs, pour cette belle discussion. C'était Discussion sociologique avec Paul, épisode numéro 13. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre épisode, ici même, à Envol 91.